Merci d'être venu pour cette audition. Alors du coup, l'objet de l'audition, c'est évidemment l'examen du texte là, sur la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, qui s'appelle en fait projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Ce qui nous intéresse, c'est deux choses. Alors déjà de revoir ensemble assez rapidement et succinctement les tenants et les aboutissants du texte, votre analyse, ce que vous pensez des différents articles, ou en tout cas des points les plus saillants. Et puis dans un deuxième temps, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de mettre de côté le texte en question et de poser la question on a un contexte fort de menaces d'actes terroristes sur le territoire. Qu'est-ce que nous on ferait si on était au gouvernement demain de différent par rapport à ce qui est mis en œuvre actuellement. Donc forcément, ça vient à poser la question des moyens, des méthodes qui sont employées, plus que de l'arsenal juridique en tant que tel. Donc voilà un peu la discussion qu'on aimerait avoir aujourd'hui. Et je te laisse la parole. Merci de nous avoir invités déjà, ça fait plaisir. Et puis alors sur les points, je sais que mon collègue a beaucoup travaillé sur les points textuels, donc je vais le laisser commencer, comme ça je te laisse la parole. Alors, merci de me recevoir sur ce point. Alors effectivement, nous sommes issus d'un service de renseignement qui est primo-intervenant, qui est composé de diverses sections, la principale étant la section des dérives urbaines et du repli identitaire, les deux autres sections étant la section des mouvements contestataires et des faits de société, la section de l'information économique et sociale. Au fil du temps, on s'est aperçu que le judiciaire a pris le dessus sur le renseignement. Et donc ça peut poser énormément de problèmes. Par exemple, des perquisitions administratives ont été détournées au profit du judiciaire, parfois pour boucler des dossiers, notamment en matière de stupéfiants ou autres. Ensuite, sur le texte en lui-même, effectivement, la loi fait à chaque fois référence au procureur de la République. Alors ça nous gêne parce que nous on estime qu'en matière de renseignement, il faut passer par une étape plutôt administrative et que le juge administratif a plus sa place dans un premier temps que le juge judiciaire, qui derrière peut venir en complément. Donc les deux principaux services de renseignement du ministère de l'Intérieur sont le service central du renseignement territorial et la DGSI, qui a une composante judiciaire, effectivement, mais qui intervient quand tout est bouclé, quasiment, quand on est certain d'avoir affaire à des terroristes ou un commencement d'exécution d'un acte terroriste. Mais avant tout ça, il y a un gros travail qui doit être mené par les services de renseignement. Et donc c'est pour ça que nous, à plusieurs reprises, on s'est aperçu que le procureur de la République intervenait, et en matière de renseignement, ça nous pose quelques problèmes. Donc à plusieurs reprises, notamment il y a les perquisitions administratives là, qui ont été renommées visites et saisies. Donc, par exemple, dans le chapitre 9, l'article 4, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, etc., et après avis du procureur de la République de Paris, peut autoriser la visite d'un lieu. Nous, effectivement, dans ce domaine-là, on estime que ça serait plutôt du domaine du juge administratif, comme ça s'est fait lors des perquisitions administratives. Donc plutôt sur du posteriori que de l'a priori. Parce que là c'est une autorisation a priori dans le texte de loi, et actuellement, avec l'état d'urgence, le préfet autorise la perquisition administrative, et ensuite ça peut être contesté a posteriori devant le juge administratif. Donc en gros, ça, ce que vous me dites, c'est que c'est plus efficace le système actuel de l'état d'urgence en termes de renseignement, d'avoir les mains libres, entre guillemets, pour faire le renseignement avec le juge administratif, plutôt que d'avoir une autorisation a priori. Tout à fait. Le juge des libertés de la Ce qu'on avait dit, un point, c'est que le juge administratif, à l'heure actuelle, c'est aussi les moyens de la justice qu'on a, c'est qu'il
qu'il n'a pas de temps de contrôler a priori. Dans un monde idéal, si la justice a le moyen de fonctionner, on aimerait que ce soit un juge administratif qui contrôle a priori, ce qui évite des frais de procédure et de se faire casser, qui coûte une fortune aux contribuables. Mais après, c'est une réforme qui dépasse la police parce que le ministère de la Justice donne les moyens de l'autre côté. Excuse-moi. Non, pas de souci. Sur d'autres points, notamment l'article 4 bis, qui fait référence aux associations et aux fondations, on estime que c'est un véritable constat d'échec de l'État. On ne parle pas d'éducation nationale qui doit être réellement présente avec les services sociaux qui manquent d'effectifs, les psychologues, les addictologues qui devraient être d'ailleurs pris en charge par la sécurité sociale parce que c'est un véritable problème dans les écoles, les sociologues, les psychiatres et les éducateurs. Donc on n'a pas vu apparaître ça parce que avant de passer au terrorisme, il faudrait peut-être commencer par prévenir tout ça. Parce qu'en réalité, y a beaucoup de dysfonctionnements. Quand on parle de terrorisme, là on a eu à faire un terrorisme bien ciblé, mais ça peut être large. Il y a eu des actes terroristes qui ont été menés par certains milieux. Il y a eu par exemple des radars à un moment par un individu qui était membre de l'ultra-gauche. Il y a aussi des gens de l'ultra-droite. Aujourd'hui, effectivement, on parle de gens qui sont affiliés à Daesh, qui stigmatisent la communauté musulmane en fait, dans les actions qui sont menées. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas véritablement trouvé l'État n'a pas trouvé de solution. Pourtant, il y a quelques exemples où ça peut fonctionner, puisque pour les chiites qui n'ont pas de clergé, ils ont un clergé. Comment ? Les chiites, ils ont un clergé. Les sunnites, pardon. Ouais, voilà. Les sunnites qui n'ont pas de clergé, qui représentent donc la majorité des pratiquants en France. Par exemple, dans les Yvelines, il y a eu le Conseil institutionnel des musulmans des Yvelines qui a été créé par l'État et qui représente toutes les tendances. Sauf que, on s'est aperçu qu'il faudrait peut-être élargir le nombre de personnes, qui actuellement est à 5 personnes, pourrait être augmenté jusqu'à 10, avec un président. Donc ils ont à charge de trouver des accords communs et quelque part donnent une voix vis-à-vis de l'État. Donc il faudrait en fait créer ça sur tous les départements de France, parce qu'aujourd'hui ce n'est vraiment pas le cas. Et donc en fait, il y a eu beaucoup de dissensions qui ont été au sein de la communauté musulmane. Et par exemple, les perquisitions administratives ont eu un choc plutôt psychologique, plutôt que de l'efficacité, puisque les premières perquisitions administratives où il y a eu énormément d'armes retrouvées, c'était plutôt dans les milieux de l'extrême droite, où effectivement on a trouvé des armes. Mais au sein de la communauté la plus radicale, eh bien, ça a créé un choc psychologique en se disant il faut qu'on puisse rentrer dans les rangs et réouvrir le dialogue avec les autorités. Et donc, ça a eu plutôt un effet bénéfique, ainsi que certaines mesures comme des fermetures de lieux de culte qui ont été radicalisés, mais là je te laisse la parole. Okay. Sur les fermetures de lieux de culte, il y a double enjeu en fait. Si on n'a pas les moyens de travailler, effectivement des fermetures administratives peuvent être la solution. Mais ce n'est pas l'idéal, et c'est ce qu'on avait à l'heure actuelle. Parce que pour un travail de renseignement, ce qui nous pose problème après, c'est qu'effectivement il y a des endroits où il y a des gens dangereux qui sont dedans, et on a fermé le lieu de culte, par exemple avec Quevilly qui avait détruit la chronique à l'époque, qui était aussi dans les Yvelines. Mais le problème c'est que les gens dangereux du coup, ils se retrouvent dans la nature, on ne sait plus où les chercher. Donc ça remet le travail de renseignement à zéro. Et nous, on préconiserait plutôt de cibler ces personnes, et pour ça, ça demande des moyens, des effectifs, de l'argent, mais ce serait beaucoup plus efficient pour la sécurité de tout le monde. Donc il y a, avec les moyens du bord, ce qui se passe à l'heure actuelle, et ce qui serait idéal par la suite. Après, à savoir à quel niveau on met la préservation des vies humaines sur le territoire français. Donc
on n'a pas de solution toute faite, sauf que si on veut quelque chose qui marche, il faut qu'on ait les moyens de continuer de suivre les gens derrière, parce qu'après, il y a une deuxième chose, les collègues qui travaillent vraiment sur ces sujets-là nous vont faire monter à travers la France en disant le but du jeu, ce serait de pouvoir écarter ces personnes nuisibles pour que des gens plus modérés puissent reprendre la tête de ces structures. Et pour ça, ça demande de rassembler des preuves, rassembler des renseignements pour, comme disait mon collègue, qu'on puisse judiciariser par la suite. Et sur la judiciarisation, d'ailleurs, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est pour le moment, on reste sur des lois antiterroristes, des lois, etc., qui peuvent être stigmatisantes pour toute la communauté musulmane. Mais personne, à chaque fois, nous avait des propositions disant qu'on pourrait classer ces personnes en secte. Parce que quand on regarde la définition des dérives sectaires, enfin, les dérives sectaires, ce qu'il n'y a pas de définition de secte en France, mais il y a des définitions des dérives sectaires, ce qui se passe pour tous les gens qui ont perpétré des attentats en France, ils remplissent les critères. Donc ça peut te permettre une voie de dire, bah, on a fait nous notre travail de renseignement administrativement, on judiciarise, mais du coup, pour calmer l'unité nationale, plutôt de dire l'islam pose problème, certaines branches se sont transformées avec des dérives sectaires, et celles-là, on les judiciarise avec tout l'arsenal juridique des dérives sectaires. Après, il y a déjà un arsenal aussi très lourd sur l'antiterrorisme, etc., pour ceux qui sont au-dessus, mais il y a plusieurs critères qui nous semblent déjà largement suffisants et nécessaires pour avoir le lien entre le renseignement administratif et la passation en judiciaire pour pouvoir aller plus loin. Il y avait aussi une chose sur les perquisitions administratives, je reprends les... Après, on ne va pas forcément dans l'ordre du texte, on propose aussi des choses en même temps, on mélange, il faudra refaire le tri. Qu'on avait eu sur la première vague après les attentats du 13 novembre, c'est qu'on nous avait donné des quotas de perquisition administrative. Ce qui est un non-sens complet en fait. Le ministère nous disait cette semaine, dans tel département, il me faut 10 perquisitions. Alors, vous me trouvez tout ce que vous voulez, mais il me faut des quotas pour dire que j'agis. Au bout d'un moment, enfin la première semaine, les 15 premiers jours, on pouvait trouver des cibles de vérification qui étaient vraiment intéressantes. Après, on faisait du remplissage. Même chose sur ce qu'on a constaté, c'est que les perquisitions administratives, nous, ce qu'on demande, pour vraiment que ce soit efficient et surtout un intérêt, c'est que ce soit que sur des notes de renseignement, du renseignement territorial et de la DGSI. C'est ce qu'on a pu constater dans la première vague de perquisitions administratives. Les commissariats pouvaient en faire. Comme a dit mon collègue, ça servait à boucler les dossiers judiciaires de stupes, de délinquance locale qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. Il y a eu un détournement de ça, donc il faudrait recaler au niveau renseignement pur et dur et que les services qui n'ont pas vocation à faire du renseignement n'aient pas à intervenir là-dessus. Même chose, il y a aussi des assignations à résidence qui sont proposées. Les assignations à résidence, il y a deux solutions en fait. Soit la personne est dangereuse et on le sait vraiment et on lance une procédure judiciaire. Sinon on lui met un gros drapeau, on lui dit bah, toi tu es dangereux, on t'a cerné mais on ne te le dit pas tout de suite comme ça. Et là on a vu dans la loi, ils peuvent venir même pointer gentiment au commissariat. Puis s'ils changent d'adresse, il faut qu'ils le disent gentiment. Bon, le gars dangereux il ne le fera jamais en fait. Donc à part casser les pieds à la personne lambda. Et donc soit on le défère directement à la justice, voilà, soit il n'a rien à se reprocher, on continue le travail de renseignement pour pouvoir étayer l'une ou l'autre hypothèse, est-ce que la personne est dangereuse. Donc les assignations à résidence, puis on a pu voir que jusqu'à présent, ça a toujours été détourné de son but initial. On a vu des militants écologiques assignés à résidence pendant la COP21, des journalistes pendant les manifestations contre la loi travail. On était plus dans la lettre de cachet que dans l'intérêt collectif. Donc, un petit peu, grosso modo, voilà. Puis un peu, généralement, c'est sur l'état d'urgence, mais sur les procédures, je ne sais pas dans le texte de loi, mais il y a l'opération Sentinelle qui coûte une fortune et qui ne sert à rien. Et qui peut même des fois en danger. Je sais qu'on a eu des associations, notamment juives, qui nous avaient dit on avait fait une synagogue, ils avaient été fondus dans le décor, personne ne savait qu'il y avait une synagogue à cet endroit-là, et ils ont mis 2 militaires. Ils ont dit c'est comme si on nous mettait une cible au milieu du dos, alors qu'on avait tout fait pour être intégré dans le quartier, ne pas gêner les gens et pratiquer notre religion tranquillement dans notre coin. Donc ça a mis des cibles. Et ensuite, je vais reprendre une petite commentaire, ça peut on retrouver sur Internet. Il y avait un grand gradé de Scotland Yard qui avait dit au moment de l'Euro 2016, la Cazeneuve était très content d'avoir déployé 70 000 fonctionnaires de police pour sécuriser l'événement. Alors en sachant qu'on avait creusé, par exemple, il disait il y a tant de fonctionnaires à Bordeaux, en fait c'était les fonctionnaires du commissariat de Bordeaux qui faisaient leur patrouille habituelle qui étaient considérés protéger le stade en même temps. Donc soit ils protégeaient plus leur zone habituelle, soit ils ne protégeaient pas le stade. Et il leur a dit, plutôt que de déployer vos fonctionnaires de façon n'importe comment sur tous les points qui est inefficace, donnez les moyens à vos services de renseignement pour pouvoir déployer vos fonctionnaires en nombre restreint sur les points essentiels et stratégiques. Savoir qu'est-ce qui est vraiment dangereux et qu'est-ce qu'il faut protéger. Et c'est pas ce qui a été fait. Donc, dans la quantité, l'abattage médiatique, on aimerait bien qu'on soit plutôt dans la qualité. Malheureusement, au niveau de communication, ça ne paye pas parce que c'est un travail de l'ombre qu'on fait la plupart du temps, qui est invérifiable.
Mais au moins, s'il n'y a pas d'attentat, ce sera déjà une grande réussite pour les services de renseignement, parce qu'on aura protégé des vies. Est-ce que dans les techniques de renseignement, ou la manière dont c'est organisé, là, on a parlé justement des notes qui étaient faites par le RT, enfin par le renseignement territorial et la direction générale de la sécurité intérieure pour déclencher des perquisitions, mais que dans les premiers temps de l'état d'urgence, ça a pu être aussi les commissariats qui faisaient des notes pour que le préfet déclenche des perquisitions. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez que les courroies de transmission de l'information au sein de la maison police sont bonnes? Imaginons dans un commissariat, un gardien de la paix, dans une mission de tous les jours, voit quelque chose d'inhabituel qui lui semble pouvoir avoir un lien avec des actes de terrorisme à venir. Qu'est-ce qu'il a à sa disposition? À qui il s'adresse? Est-ce que tout ça est bien rodé ou C'est pas rodé. Non, enfin, je sais pas, je pose la question. Tout simplement, non, mais du coup, il rencontre la hiérarchie rencontre une autre hiérarchie, etc. Enfin, je sais pas comment. Déjà, il n'est même pas sensibilisé dans sa formation à ce qu'est un service de renseignement. Donc, il y a peu de chances qu'il en saisisse un. Il sait qu'après, quand il se spécialise, sauf si il est intéressé par le sujet, en amont avant d'entrer à l'école de police, mais sinon, il n'y a pas de courroie de transmission. Et même à l'inverse, le commissariat freine la transmission. Je sais qu'il y a eu plusieurs collègues de différents coins de France qui nous ont monté dans notre service dans les Yvelines, que des notes de renseignement ont été bloquées parce que ça faisait l'ombre au commissaire local, qui n'annonçait pas les mêmes choses. Donc pour le déroulement de sa carrière, ça le gênait. Lui, il avait dit tout est propre chez moi, c'est nickel, voilà mes stats. Nous, service de renseignement, il dit attendez, là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Donc du coup, faisant partie de la sécurité publique, c'est aussi un vrai problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que la sécurité publique dit bon, on va sauver le commissaire de quartier qui lui a un pur produit sécurité publique et le renseignement, bon, vous avez mis là parce que vous étiez gentil, mais on va privilégier la carrière de la sécurité publique pure et dure. Donc on se retrouve des fois avec des notes qui sont bloquées sur différents sujets, d'ailleurs pas que sur le terrorisme, etc., mais où c'est la sécurité publique qui fait la pluie et le beau temps. Et aussi à l'inverse, ça c'est des communications entre renseignement territorial et renseignement intérieur. C'est que sur certains dossiers, le renseignement intérieur reprend la suite des dossiers par rapport au renseignement territorial, et il pense qu'on peut se transmettre les sources et les contacts qu'on a. Il pense que l'administration raisonne que comme nous sommes des fonctionnaires avec des matricules, il pense que les gens qu'on rencontre sont des matricules et des robots aussi, qu'on peut changer de place du jour au lendemain. Ce qui fait qu'on perd aussi du renseignement de cette façon-là, parce que la personne qui nous connaît, nous, elle n'a pas envie de parler à un inconnu qu'elle connaît ni d'Adam Diève, même si on lui dit c'est quelqu'un de bien, elle dit c'est à toi que j'ai fait confiance. C'est un travail de longue haleine, le renseignement, ça peut prendre des fois plusieurs années. Si on, du jour au lendemain, on lui dit tu vas parler à quelqu'un d'autre, il dit non. Donc fin, apparition de la source, terminé. Et comme on est toujours dans une guéguerre malheureuse de service pour savoir quel commissaire aura sa promotion par rapport au nombre de notes qu'il a fait, au nombre de dossiers qu'il aura résolus, ça ne marche pas. Et je vais reprendre un exemple, donc ça date, mais ça n'a pas changé, mais c'est pour illustrer. Quand j'ai commencé, moi j'étais au renseignement de la police aux frontières, donc qui a été cassé là, cette année pour être remis avec du renseignement territorial. Soit, mais encore une fois de plus, il y a quelque chose qui marche et dommage qu'on le casse. Mais je sais que par exemple, on faisait les passages frontières. Dès qu'il y avait quelqu'un qui était fiché qui passait la frontière, on faisait 2 lignes en disant Monsieur Machin a passé la frontière, il est fiché, on a visé le service compétent. Et un jour, on a dit mais en fait, ça ne sert à rien, le service compétent, on l'a appelé, c'est lui qui gère le dossier. Ils ont dit mais non, on ne peut pas vous le retirer de le faire, ce truc-là, parce que ça fait 630 notes par mois. Il n'y avait rien dedans. C'était juste on a appelé le service compétent et Monsieur Machin a passé la frontière. Mais ils ont dit ah non, mais dis-moi les stats. Ça va nous faire un trou, il faudra qu'on explique pourquoi on fait moins de notes. Plutôt que de regarder le nombre, ce serait intéressant de regarder la qualité des notes, parce qu'une note de renseignement, ça peut prendre beaucoup de temps à la faire, plusieurs mois, le temps d'aller voir les choses. Donc on est rendu, je sais qu'il y a un chef de service qui nous avait dit un jour, moi je veux bien payer les frais de restauration midi si vous allez avoir un contact ou un café, par contre derrière, vous devez me produire une note. Et on lui dit, mais ça ne marche pas comme ça le renseignement, monsieur. Ça marche, ce sera un travail dans la durée, de confiance, et si on va au restaurant ou voir un contact pour prendre un café, c'est pour pas qu'on lui vienne dans notre service, pour pas qu'il se sente oppressé, mais à l'inverse, qu'il ne soit pas non plus dans le milieu où il est habituellement, et que tout le monde se dise, t'as parlé avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, qu'ils sont embêtés, on cherche un milieu neutre pour qu'ils puissent parler en confiance. Et on ne va pas prendre une note de renseignement tous les 4 matins juste pour pouvoir vous rentabiliser votre note de l'autre côté de frais. Et c'est aussi un problème, c'est que le renseignement territorial, donc une grande partie du renseignement policier, n'est toujours pas dans l'académie du renseignement française, ce qui pose un problème. On a des gens qui sont des directeurs qui ne sont pas formés au renseignement, qui arrivent dans la sécurité publique, qui prennent leur poste, et puis qui repartent, et puis qui
Maintenant, ils peuvent être chefs de CRS. L'Académie de renseignement. L'Académie de renseignement, ça prend la DGSE, la DGSI, je sais plus, il y a toute une liste. Les militaires, il y a peut-être avec une école du renseignement, des gens qui ont une carrière renseignement, quel que soit leur corps d'appartenance à l'origine, et nous, il n'y a pas accès. Voilà. Avec le cas particulier de la préfecture de renseignement et de la préfecture de police, qui eux ne veulent pas y aller, parce qu'ils veulent rester classés confidentiel défense. Parce qu'il y a aussi le problème du secret défense et du confidentiel défense. Nous, on est confidentiel défense parce que deuxième cercle, donc c'est un avantage, c'est que la rapidité du renseignement va très vite, parce que nous, on peut se passer des coups de téléphone, faire confiance à nos collègues, on les appelle. On n'est pas obligé de passer par une procédure lourde comme la DGSI, ou si on veut un renseignement, je sais que ça prend 6 mois pour que ça redescende. Donc l'avantage, c'est que c'est très sécurisé. En général, quand ça redescend, si ça redescend, l'information est périmée. Donc voilà, et donc le créneau des commissaires de la PB, donc ça a creusé, mais c'est essayer de trouver quelque chose entre les deux. Ils ont dit, nous, on ne veut surtout pas l'intégrer, on va rester confidentiel défense pour pouvoir continuer à faire notre travail à l'ancienne. Et un des modèles, c'est que le renseignement de la préfecture de police intègre à la fois la partie DGSI dans ses effectifs et la partie renseignement territorial. Ce qui veut dire qu'au niveau du travail, c'est beaucoup plus facile d'aller dans le bureau d'à côté, parce que c'est des collègues avec qui on travaille tous les jours, que la structure nationale, division renseignement territorial, DGSI, où personne ne se parle, parce que la concurrence des services, quand tout le monde est rassemblé dans un même service, avec des... Donc ce serait la proposition, là, si j'entends bien, c'est de remettre de sortir le RT de la sécurité publique. Ça à 100%. Et de le raccrocher à la sécurité intérieure en zone. En zone, mais pas avec la... Parce que le problème de la réforme qu'ils ont fait, la sécurité intérieure... Avant, c'était ça, avant la réforme de DRG et de la DST. Je te laisse expliquer ce temps glorieux. Oui, globalement, effectivement, nous on réclame l'autonomie, une direction autonome. Comme mon collègue l'a expliqué, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés parce que la direction de la sécurité publique est astreinte à des chiffres annuels et donc du coup l'information circule un peu moins bien. Parce que bon, le renseignement, ça doit être un peu... J'avais discuté un jour avec un chercheur qui m'avait dit, nous, on est obligé de communiquer partout dans le monde, s'échanger pour que la recherche avance. Le renseignement, c'est un peu la même chose. S'il est trop cloisonné, alors je comprends qu'il puisse y avoir des choses qui, à un moment, soient plus secrètes que d'autres, mais sur les primo-intervenants, en renseignement, il faut absolument que l'information circule au plus vite. Et comment la faire circuler? C'est justement en ayant une direction autonome, tout en travaillant avec la DGSI, qui eux auraient peut-être un niveau supérieur au niveau du renseignement, et pourraient vraiment trier et dire vraiment, bon là on a affaire vraiment à du terrorisme ou non, ou c'est notre domaine de compétence, ou ce n'est pas notre domaine et du coup ça concerne la police judiciaire. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde veut faire du renseignement. La police judiciaire a toujours fait des PV de renseignement, mais des PV de renseignement, c'est pas du renseignement. C'est un renseignement judiciaire, c'est pas le renseignement, c'est pas le terme dans lequel nous, services de renseignement, on l'entend. Ça peut être lié à des crimes ou des délits où il y a un PV de renseignement judiciaire. Et là, tout le monde s'est auto-attribué ce terme de renseignement, et du coup, c'est un petit peu dévoyé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette autonomie nous permettrait de faire circuler l'information plus vite sur tout le territoire, sans passer par toute cette chaîne hiérarchique qui paraît beaucoup plus lourde, en tout cas, qu'avant. Et donc la DGSI aujourd'hui ne communique plus du tout. Il y a parfois... localement, on n'a pas de retour, en tout cas, dans les petites antennes. Après, j'espère qu'à un autre niveau, l'information circule. Mais c'est toujours un petit peu frustrant pour les collègues qui sont sur le terrain de ne pas vraiment avoir de retour de leur travail. Alors après, il y a quelques accords locaux, mais bon, ça reste local. Donc l'idée, ce serait de créer une direction centrale à part entière du renseignement territorial. Tout à fait. Exactement. Je comprends. Et pourquoi pas, je réfléchis à vote, pourquoi pas intégrer ça directement dans la DGSI où il y aurait deux branches, une branche plus territoriale, enfin une branche à deux niveaux.
Parce que moi, je voyais, je dis ça dans les auditions qu'on a faites avec le rapporteur de la commission des lois là, sur le texte, l'audition officielle, entre guillemets. Certains représentants de syndicats de police et autres disaient qu'ils avaient une difficulté, c'était pour qu'ils ne pouvaient pas accéder à la DGSI comme ils voulaient aux fichiers qui étaient ceux de la DCSP, enfin, ceux du renseignement territorial, et qui étaient effectivement assez cloisonnés, alors même qu'on est dans la même maison police et qu'on suit les mêmes objectifs. Est-ce que du coup vous confirmez ça? Est-ce que si on a un fichier commun, ou en tout cas une culture commune de travail, est-ce que ça serait pas mieux que ce soit dans la même direction? Après, ça dépend comment il formait la direction, parce que ce qu'avait voulu faire sur le papier, en tout cas, M. Sarkozy à l'époque, c'était de faire une grande direction. Mais ce qu'il a fait, en fait, c'est une absorption où il a dit la DST, ça va s'appeler DCRI à l'époque, et on va prendre les méthodes DCRI. Puis on va vous faire rentrer à la hache les RG, vous allez rentrer à la hache dans les cases que je vous ai préparées. Même ça ne sera pas marché, parce que si on caricature la méthode DST, c'était on te donne une mission, tu portes la valise de tel point à tel point, et tu ne sauras pas pourquoi, et tu ne sauras pas à qui tu la donnes, et tu ne sais même pas ce que contient la valise, et tu as accompli ta mission. Il y a quelqu'un au lieu qui connaît toute l'opération, donc c'est bien cloisonné, mais évidemment ça peut être frustrant. Puis la méthode de RG qui permettait d'un fonctionnaire qui traite son dossier de A à Z et qui demande de temps en temps un coup de main s'il a besoin pour telle ou telle chose. C'est quand même une culture complètement différente. Il y a un côté, c'est très rapide au niveau du renseignement. Après, effectivement, c'est peut-être un peu moins sécurisé. On estime qu'on a même fonctionnaire de police, qu'on a passé des enquêtes de moralité, qu'on a repassé une enquête quand on est habilité dans un service de renseignement. Alors, au bout d'un moment, ils ont mis des verrous avant, alors s'ils veulent revoir les verrous, ils peuvent. Et si c'est sur cette méthode-là, ce serait à voir. Mais pour moi, ils nous ont juste fait une absorption. Et le seul service que moi je connais, sous les collègues qui travaillent, c'est le renseignement parisien, où ils ont les deux cultures, mais ils acceptent les deux cultures. Il n'y en a pas un qui a essayé de marcher sur l'autre, en disant bah, c'est nous qui avons c'est comme ça qu'on va faire, et puis bah, vous allez vous adapter. Je pense que les deux sont nécessaires. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas que notre direction soit prête à. Enfin, ils vont commencer l'erreur d'avant en disant on va imposer la méthode d'un des deux services et puis on va droit dans le mur. Donc en attendant, le mieux. Ils cohabitent au sein de la PP. Ouais. Ils cohabitent. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Voilà. Après, c'était une culture déjà PP, RG à la base, et ils ont absorbé un morceau de l'autre côté. Sachant que ça pose aussi un problème, parce que sur certains dossiers, la PP, ils ont une compétence nationale, voire à l'étranger, pour suivi de certains dossiers. Donc ça, des fois, on se marche aussi sur les pieds avec ça, parce qu'il y a aussi l'empilement des services de renseignement en France. On a l'UCLAT, on a, comment il s'appelle, l'état-major opérationnel de M. Cazeneuve, et on a bientôt la task force. Et en fait, au bout d'un moment, c'est à force que tout le monde fasse tout, bah, ça se retrouve que personne ne fait rien, quoi. Mais après, si tu voulais préciser sur la PP, je te voyais, toi qui connais plus longtemps. Pas que sur la PP globalement. Après, c'est des niveaux d'habilitation. Entre le confidentiel, le secret et autres. Donc effectivement, la DGSI estime que déjà il y a le besoin d'en connaître, même au même niveau d'habilitation. Un fonctionnaire ne va pas connaître le dossier de son collègue, même parfois du bureau juste en face. Donc c'est le besoin d'en connaître. Et alors donc après le SCRT ayant certains fonctionnaires ont des degrés moindres, même parfois n'ont aucune habilitation. Donc du coup la DGSI est beaucoup plus prudente. Donc cohabiter, pourquoi pas, dans une même direction, pourquoi pas. Mais effectivement, il ne faudrait pas que le renseignement soit bloqué. Il faudrait vraiment que le renseignement circule, quitte à mettre des verrous, mais des verrous quand même suffisamment. Il faudrait quand même que ça puisse être perméable, que l'information puisse circuler, le renseignement. Autrement, c'est recréer quelque chose à l'intérieur qui, d'un côté, aurait des fonctionnaires qui connaîtraient moins que d'autres. C'est compliqué pour le renseignement pour pouvoir arriver à obtenir du résultat. Toujours sur le renseignement, on disait au début que je reviens un peu sur les perquisitions administratives. Parce qu'il y a un débat du coup là sur la base de ce texte-là et sur l'état d'urgence, sur à quel moment finalement on peut déclencher une enquête judiciaire, à quel moment s'arrête le renseignement et à quel moment commence l'enquête judiciaire.
on voit qu'on a instauré avec l'état d'urgence une porosité entre les deux. On voit arriver le terme très régulier de la question de la levée de doute. Non, voilà, on ne sait pas, on suspecte un truc, mais bon, dans le doute, on va aller perquisitionner pour lever le doute, et puis si la personne n'a rien à se reprocher, si on ne trouve rien, tant mieux pour elle, au moins elle ne sera pas inquiétée, entre guillemets, sauf qu'en attendant, elle s'est fait perquisitionner quand même. C'est pas neutre une perquisition, hein, je ne crois pas que ce soit complètement neutre. Du coup, est-ce que ça traduit comment je veux dire ça, une faiblesse des services de renseignement, où du coup, faute de moyens et de pouvoir aller assez loin dans les enquêtes et d'avoir un truc bien ficelé à proposer pour judiciariser, on fait de la perquisition parce que on veut taper dans le tas largement, avec le FSPRT, on a un fichier extrêmement large, on fait avec un fichier large, ou est-ce que c'est vraiment un truc utile qui est opérationnel? Alors je crois qu'en matière de terrorisme, on est vraiment dans la guerre psychologique. Toutes les vidéos et toutes les choses horribles qui ont pu être présentées, ça a été vraiment pour toucher psychologiquement la population. Donc la perquisition administrative, elle a un peu le même but. Elle est psychologique, parce que le résultat, il est moindre. Alors après, on peut tomber sur des choses et après ça peut devenir du judiciaire, ce qu'on appelle des incidentes en judiciaire. Mais en matière de renseignement, le but, c'est vraiment de créer un choc psychologique à la personne qu'on soupçonne, effectivement, d'être en relation avec des milieux terroristes. Surtout que derrière, il peut vraiment y avoir un retour, parce que ce n'est pas effectivement anodin d'être perquisitionné. Et derrière, ça va discuter beaucoup. Et pour les services de renseignement, ça peut être intéressant de voir le retour de cette réaction. Et peut-être dans certains milieux, ça va créer une certaine panique. Et ça peut être très intéressant. Il y a des choses qui peuvent en ressortir et qui peuvent tout de suite se traduire en judiciaire pour le coup. D'accord. Je poursuis ma question. La pression que moi j'ai sur l'état d'urgence et les perquisitions administratives, c'est que cet aspect psychologique, pour moi, à mon sens, il est valable, on va dire, la première semaine, une fois qu'on l'a déclenché, parce que justement, on tape partout, les gens discutent, on réécoute, etc. Mais que sur du moyen terme, même du long terme, ça peut avoir un risque d'être contre-productif. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir un choc psychologique vis-à-vis des gens qu'on a perquisitionnés, mais qui soit plutôt de nature, non pas à avoir du renseignement, mais à les radicaliser, justement. À se dire, à donner des arguments aux terroristes en disant, regardez, on est tous suspectés, ils viennent taper à nos portes à pas d'heure, ils viennent prendre notre matériel alors qu'on n'a rien fait, qu'on est innocent, etc. Donc, est-ce que ou est-ce que vous y voyez simplement une utilité de guerre psychologique contre notre? Alors effectivement, ça peut être aussi de travers de ces perquisitions, mais là on parle en matière policière. Après, ça serait peut-être bien que les services de l'État mettent d'autres suivis qu'un suivi policier. Parce que souvent on s'aperçoit que c'est les personnes qui sont perquisitionnées, il y a parfois des problèmes sociaux. Et c'est plus du domaine de la police, c'est vraiment les services sociaux. Il peut y avoir un véritable accompagnement derrière pour montrer que l'État n'est pas que répressif. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on a affaire à des gens qui, en fait, s'ils sont perquisitionnés, c'est qu'il y a des raisons valables de soupçonner et de penser qu'ils sont en train de se radicaliser. Donc après, le but n'est pas de le faire constamment, à tout moment. Il faut que ça reste quand même quelques exceptions. Il faut vraiment cibler les personnes dans ces perquisitions. C'est ce qu'on avait pu voir en fait. C'est les premières semaines ça marchait. Enfin, ça marchait, ça permis de faire des vraies vérifications. Après, l'état de surprise a été passé. Et deuxièmement, c'est ce qu'on a vu, c'est que toutes les perquisitions administratives, pour la plupart qui ont abouti à être cassées au tribunal administratif, dépendaient des commissariats. Donc, on arrête de se servir de ça et qu'on ait vraiment des services de renseignement qui rendent compte au préfet qu'avec un contrôle du juge administratif, idéalement, a priori, mais encore faut-il que la justice ait les moyens de le faire, et pour pouvoir faire la perquisition.
Sur le reste, comme disait mon collègue aussi, il y a une chose, c'est que là on parle que de la police, mais on a réinsisté au début en disant qu'il y a plein de choses qui pourraient être évitées, c'est l'éducation nationale, c'est les services sociaux, c'est les associations locales, les clubs sportifs. On a un de nos collègues qui nous disait, lui il a grandi à Trappes, il disait il n'y a rien de pire que de l'oisiveté pendant les vacances par exemple. Les jeunes déambulent, on sait pourquoi faire, parce que si jamais on a une activité, des sorties culturelles, de faire en sorte que l'État ne déserte pas partout, et le travail du policier sera vraiment que de chasser les vrais méchants, quoi, et pas de s'occuper des gens désœuvrés qui seront manipulés. Et on devra arriver en dernier maillon de la chaîne de l'État, et malheureusement, comme il y a une défaillance de tous les autres services publics, on se retrouve à faire des choses pour lesquelles on ne va pas avoir à travailler dessus, en fait. C'est valable pour le renseignement, mais pour tout, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que les personnes qui font du prosélytisme, en fait, comblent un vide, souvent, un vide de l'État ou des associations, en allant vers les jeunes et leur disant, voilà, si tu rentres dans la religion, tu deviens plus pratiquant, et derrière, effectivement, on a le système sectaire qui se met en fonctionnement avec des jeunes qui sont embrigadés. Alors qu'on aurait pu combler un vide dès le départ. Il y a quelques années, ce vide était comblé. Aujourd'hui, on a face à nous des gens qui occupent les quartiers, les cités, et avancent tranquillement à la méthode des sectes. Et puis pour revenir sur de la question des moyens, est-ce qu'on ferait moins de perquisitions administratives si on avait les moyens? Après, c'est ce qu'on dit, c'est que nous, les perquisitions administratives, il y a deux types de renseignements aussi. Il y a le renseignement plutôt DGStique avec les écoutes, les gadgets, etc., technologiques, avec des algorithmes qui vont sortir des choses en disant, en rigolant, tiens, j'emmène ma bombe avec moi, puis je fais de l'équitation, ou un journaliste dit, je sais plus quoi, donc il y a des termes qui sont des fois à double tranchant et on peut se retrouver à tout et n'importe quoi. Et il y a le renseignement humain, qui était la part des RG, que le renseignement territorial fait ce qu'il peut pour, avec les moyens du bord, faire, où là, c'est les gens et l'entourage qui nous disent telle personne, tout ça. Donc en fait, on n'arrive pas à l'aveuglade, c'est des vérifications sur des gens qui nous disent vérifier ça et ça, et on leur dit on va lever le doute sur la situation. Après, il y a une chose aussi, par contre, qu'on n'a pas discuté sur la perquisition administrative, les préfets, pour se couvrir, donnaient quasiment la note de renseignement aux personnes perquisitionnées. Alors, ce qui fait qu'une fois on s'est retrouvé avec une personne perquisitionnée, parce que dans l'entreprise, le monsieur ne sert plus la main aux femmes. Entreprise de transporteur, une seule femme, la DRH. Elle n'a pas été cherchée très loin. Le lendemain, il y avait deux personnes qui sortaient de maison d'arrêt qui étaient sur son parking. Et aucune protection des témoins, aucune protection de tout ça, parce que l'État veut se protéger. Donc je veux dire, si on est vraiment sur quelque chose où on joue sur le terrorisme, il faut qu'aussi on puisse protéger les personnes qui donnent les choses, ou alors que, et on en revient aux quotas, la première vague de perquisition administrative était sur des quotas, donc les préfets faisaient tout pour faire de l'abattage en quantité, plutôt que de la qualité. On se retrouvait avec la mise en danger des gens qui nous donnaient des faits en disant « moi je veux juste que vous vérifiez, j'affirme rien, juste vérifier ce qu'il en est ». Ou alors c'est dénonciation de l'ami de ma femme, alors du coup on se retrouvait avec des choses catastrophiques parce que c'était pas verrouillé de l'autre côté. Donc il faudrait qu'on ait des gens qui puissent faire un tri et en amont. Et alors je ne parle pas de ce qui venait d'un commissariat, ce qu'on a eu dans un département où une perquisition administrative qui était programmée sur une personne, le service de renseignement territorial avait donné une adresse, le commissariat avait donné une autre adresse. Comme on dépend de la sécurité publique, le directeur a dit « je prends l'adresse du commissariat ». Bon, c'était chez la mère de la personne. Donc le gars il est venu à la sortie de la perquisition, il a dit « maintenant si vous venez chez moi, c'est de l'acharnement policier bien sûr ». Donc en fait, on a raté le cœur de la cible parce que toujours la sécurité publique fait plus confiance à son commissariat de quartier qu'un service de renseignement sur certains départements, parce que c'est la loterie, le directeur départemental. Et on avait une force avant du temps des RG, c'est qu'on dépendait du préfet. Maintenant, on ne dépend plus du préfet. Il y a le directeur départemental qui est en intermédiaire entre notre chef de service et le préfet. Et du coup, on se retrouve à le chef de service. L'administration, c'est très hiérarchisé. Donc, si le directeur a dit quelque chose, si on est son adjoint ou en dessous, on fait comme le chef il a dit. Et donc, ça n'aide pas à la prise de décision. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y a tout un ensemble à faire. En fait, on ne peut pas dire que sur un point, ça ne va pas. En fait, si on ne fait pas le global, la réflexion est biaisée. En fait, on pourra dire là, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est un ensemble général. On va insister, même si c'est sur l'enseignement humain, c'est que les personnes les plus dangereuses pour la société ne seront pas détectées par des moyens technologiques. Elles seront détectées parce qu'un proche leur a dit. Parce qu'il y a deux cas qui sont les plus dangereux.
soit le fou solitaire, c'est-à-dire qu'un jour il va péter un câble, il va aller assassiner les gens. Si sa famille ne nous prévient pas dans l'heure en disant là il y a telle personne ou un proche, un voisin qui nous dit bah, il y a telle personne qui est en train de péter les plombs, on aura beau mettre pour écoute qui on veut, personne ne le détectera. Et à l'inverse, les gens aussi qui eux sont animés de très mauvaises attentions et veulent perpétrer un attentat, ils ont des téléphones jetables, sans puce, ils vont au fond des câbles dans les endroits où il n'y a aucun réseau qui passe, ils les payent en liquide. Donc on peut mettre toute la technologie qu'on veut, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous dit il y a une réunion dans la cave, ils sont en train de se réunir, ça semble louche où ils se sont mis, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous en a impossible, ils passent à travers. Donc les deux cibles les plus dangereuses pour faire des attentats de masse, avec le tout technologique, c'est ceux-là qu'on rate. En dehors, après, pour la culture tassétique, je dis parce que ça nous avait fait malheureusement rire jaune, mais quand il y a eu l'attentat de Nice qui a été perpétré, les directives du ministère de l'Intérieur, ça a été contrôler tous les points de vente tous les points de vente de location de camions. Parce qu'il a fait avec un camion, donc on va vérifier tous les loueurs. Enfin, je veux dire, il avait un t-shirt blanc, on n'a pas été vérifier les décathlons, savoir tous les t-shirts blancs qui ont été vendus. On est dans l'abattage médiatique et une semaine après, c'était passé. En fait, on est toujours sur du ciblage à court terme. On ne laisse pas faire notre travail sous la pression médiatique du ministère. Après, on avait des choses à l'inverse, sur le coup de la com médiatique aussi, ça perturbe notre travail. C'est que pour avoir du résultat, il y a des effets d'annonce des différents ministres. Donc du coup, on nous appelle pour tout et n'importe quoi et on doit tout vérifier. Même si, par exemple, pour les bonbonnes de gaz qui avaient été déposées devant Notre-Dame, la semaine d'après, on devait vérifier tous les appels de bonbonnes de gaz. La semaine d'avant, c'était pas grave. Enfin, on savait, on connaissait le secteur, on disait, ah, c'est à tel endroit, bon, dans cet endroit-là, ça doit être ça, c'est pas grave. Et là, même si on connaissait le secteur, les collègues de sécurité publique devaient aller vérifier. Et on perdait un temps fou parce qu'on devait. Le discernement, on l'a aboli. Mais le problème, c'est que si on ne fait pas de discernement, bah, on va droit dans le mur aussi. Parce qu'on perd du temps sur. Avec le peu de moyens qu'on a, si en plus on doit perdre du temps à faire de la com. Là, j'ai vu que pendant l'été, il y avait eu une mise en place de nouveaux fichiers, de synchronisation de fichiers. Et notamment, je pense qu'il fait l'actualité là, encore une fois, depuis 3 jours, avec le TATP, le peroxyde d'acétone qui est connu depuis, je sais pas, moi quand j'étais gamin, je cherchais comment on faisait des pétards sur internet, et déjà la fabrication du peroxyde d'acétone et autres engrais, avec l'énergie du sucre, on passe les détails. Mais on découvre ça, et là, ils ont mis une obligation de déclaration dès qu'on achète de l'eau oxygénée ou de l'acétone, qui sont les deux ingrédients qu'on trouve dans n'importe quel supermarché et qui permettent de fabriquer de l'explosif. Alors, il y a l'histoire de concentration, parce qu'ils se sont bien rendus compte que même en mettant en place le fichier, en fait, on ne pouvait pas demander à toutes les pharmacies, tous les supermarchés, dès qu'il y en a un qui achète une bouteille d'un litre d'acétone ou une bouteille de 150 ml d'eau oxygénée, de donner sa carte d'identité, de déclarer, de remplir un fichier, enfin que le magasin remplisse le fichier. Donc, est-ce que c'est vraiment utile ce genre de choses? Est-ce que c'est encore un effet d'annonce? Est-ce que c'est juste pour dissuader les achats en gros? Parce que sans doute qu'il y a des achats en gros et que du coup, bon, c'est bien de les contrôler. Je ne sais pas, je suis un peu dubitatif sur si vous avez de l'actualité sur le sujet. Justement, en parlant de fichiers, dans la proposition de loi, dans l'article 7, donc page 18, il est question d'un fichier. Je me suis interrogé à savoir quel était encore ce fichier qui serait créé. C'est marqué le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre chargé des Transports, le ministre chargé des Douanes sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel. Sont exclus, alors l'article 4 est assez marrant, puisque dedans on voit que l'appartenance syndicale ne sera pas fichée, enfin plein de choses encore. C'est sympa. Effectivement, dans la vente de produits, nous on est persuadé qu'il n'y a rien qui remplacera le renseignement humain. Une pharmacienne ou un commerçant qui s'apercevrait d'achats qui lui paraîtraient bizarres, on est quand même un service public, les gens devraient avoir le réflexe de nous appeler. Simplement aujourd'hui... Aujourd'hui, quand on appelle le 17, c'est juste pour dire ça, je pense qu'on se fait rembarrer, quoi, concrètement. Voilà. Non, mais c'est clair. 17, oui. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, en tout cas pour le renseignement territorial, il y a un fichier qui s'appelle Pharos, qui est mis en place, qui a été mis en place, qui est un fichier judiciaire, qui est la plateforme de signalement par Internet. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas accès à ce fichier. Ce fichier qui, pourtant, est une mine d'or pour notre service,
Eh bien aujourd'hui, sous prétexte que c'est un fichier judiciaire, eh bien on ne peut pas y accéder. Qui y a accès du coup? La police judiciaire. La PJ, ok. Et je crois que les commissariats aussi, paradoxalement, le fonctionnaire de police qui est dans un commissariat peut y accéder. Alors que nous, le renseignement territorial, on n'a pas accès à ce fichier. Donc c'est un petit peu invraisemblable. Oui, d'ailleurs, je confirme que les commissariats peuvent y accéder, puisqu'on a eu un collègue qui est arrivé, et il était très surpris. Il est arrivé dans notre service, il venait d'un commissariat. Il était très surpris de ne plus pouvoir accéder à ce fichier. Il était au PJ dans le commissariat, c'est ça? Non, il n'était pas au PJ. Il était gardien de la paix au commissariat et il pouvait accéder à ce fichier. Et en venant dans le renseignement, il n'a pas pu y accéder. Donc, créer des tas de fichiers, c'est bien. Pourquoi pas? C'est quand même une base de travail pour la police, mais en même temps, il faudrait que ce soit peut-être un petit peu coordonné. La DGSI a eu à Christina, le renseignement territorial, enfin avant, il y a eu une tentative d'un fichier qui s'appelait Edwige. Maintenant, il y en a un nouveau qui a été remodelé, mais il y a plein d'outils de travail où nous n'avons pas accès. Donc, recréer encore un fichier pour des produits qui seraient en vente en pharmacie ou dans... Bon, c'est un fichier de plus. Qui y accédera? C'est encore la question. Pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est plus utile pour nous. Parce que, effectivement, les gens appellent le 17, on va les envoyer bouler. Par contre, c'est toujours pareil, ça coûte de l'argent, mais d'avoir assez de moyens pour qu'on puisse tourner, voir les gens directement, leur dire. Je pense que l'État pourrait mettre assez facilement en place en disant à tous les pharmaciens, ils envoient un message en disant voilà, on est passé, si vous avez un soupçon sur quelque chose, vous appelez tel numéro du renseignement territorial compétent et quelqu'un viendra vous voir sur place. Parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde, et puis on en revient toujours à la même chose, on met des quantités sur ce qu'on a le droit de prendre ou pas prendre, et puis il suffit qu'il y en a un qui achète une partie, la deuxième partie, puis en fait on n'a rien réglé du tout à part agiter du vent. Ça fait de la paperasse à remplir, ça énerve les gens, et nous au final on n'a pas trop à travailler. Alors que la personne qui est sur place, elle me dit là j'ai un doute sur tel achat de telle personne. En plus, en général, ils peuvent regarder, toutes les pharmacies, tout ça sont filmés, les supermarchés, donc on peut travailler dessus. On a quelque chose de très concret. Et nous, on peut dire déjà, est-ce que cette personne on l'a su ou pas pour d'autres choses? Est-ce qu'on connaît son environnement? Donc, on en revient toujours au contact humain, en fait, qui donne le meilleur renseignement possible. Encore faut-il que le gouvernement, le pouvoir public, agisse dans ce sens-là, en donnant aux acteurs qui sont susceptibles de travailler avec nous une bonne coordonnée à appeler. Le 17 est saturé. À Paris, la blague du numéro surtaxé est encore plus drôle. Donc, en fait, voilà, des choses simples à mettre en place qui sont compliquées. Alors, je vais donner un exemple, ça date un petit peu, mais j'aime bien, c'est pas spécifiquement sur le renseignement, mais c'est sur le fonctionnement de la police. En 2010, il y a un collègue qui était affecté à Maison Lafitte. Et ils ont mis en place, bon, après plusieurs déboires, parce que c'était pas dans l'air du temps, ils ont réussi à obtenir la mise en place d'une brigade qui allait voir les commerçants, qui allait voir les cafetiers. Ils avaient fait leur carte de visite. Ils ont dit si vous avez un souci, vous nous appelez. C'est notre numéro personnel, on est 4 dans la brigade, il y aura forcément 2 de nous qui seront sur place, peut-être de nos vacances, mais vous aurez forcément l'un de nous. Vous nous connaissez. Ils se sont rendus compte que les gens les appelaient pour des choses en disant venez vérifier. Ils disaient, comme ça on venait vérifier, soit les gens avaient un sentiment de sécurité, parce qu'ils avaient vérifié que tout va bien, soit il y avait vraiment quelque chose, et puis ils agissaient, et ils interpellaient, ils emmenaient. Mais au final, c'était pas dans la culture police, parce que, enfin dans la culture voulue par le ministre, M. Sarkozy à l'époque, parce que ce qu'on leur a reproché, c'est qu'ils ne faisaient pas assez de chiffres. On leur a dit, vous faites 10 interpellations par mois. C'est pas terrible quand même. Hein. Ils disent, bah oui, on interpelle des gens où il y a vraiment un suivi derrière, des voleurs, des gens qui dégradent. Et ils ont dit, bah ouais, mais bon, faute d'effectifs, on va fermer une brigade à Maison Lafitte et ce sera la vôtre. Parce qu'au niveau des statistiques, vous êtes mauvais. Alors, c'est ce qu'attendent les gens en fait. C'est pour ça qu'avoir des gens qui ont un numéro de téléphone à appeler, s'ils connaissent leurs policiers, le renseignement circule plus. Le renseignement territorial, c'est ce qu'on a comme chance, c'est qu'en force de connaître les gens, ils vont nous parler, mais c'est un travail de longue haleine, donc il faut fidéliser les gens sur leur poste. Et déjà, rien qu'en interne, si nos collègues étaient formés à appeler le service de renseignement dès qu'ils avaient un soupçon sur quelque chose, on aurait déjà une grande maille de renseignement en plus. Donc c'est un travail, voilà, c'est effectivement le 17 ça sert à rien, mais c'est un petit peu comme quand on a un accident, enfin on a la jambe broyée, on n'appelle pas son docteur, quoi. On va directement aux urgences à l'hôpital. Je veux dire, chaque service a ses compétences et son utilité, encore faut-il que les gens soient au courant. Il me semblait que, j'ai plus le détail exact en tête, mais que notamment dans l'attentat de
de Charlie Hebdo, il y avait quand ils ont fait l'enquête de voisinage a posteriori, il y avait des gens du voisinage qui avaient remarqué que les mecs étaient venus faire du repérage 2 jours plus tôt, etc. Juste, ils n'avaient personne à qui le raconter. Ça arrive régulièrement. J'ai un copain qui est responsable d'un lycée. Il dit quand j'ai un souci, il a dit l'autre jour, je récupère un portable d'un élève avec des choses de Daesh, etc. dedans. J'ai appelé le commissariat parce que je ne savais pas qui appeler, mais il m'a envoyé bouler en disant redonnez-lui son portable, on s'en fiche, on n'a pas le temps de gérer ça. Ce qui est vrai, le commissariat n'a pas le temps de gérer ça, mais encore faut-il donner. Déjà, rien que les services de l'État, s'ils avaient les bons numéros de téléphone, enfin, je veux dire, on a l'éducation nationale, on a les hôpitaux, on a quand même pas mal d'endroits où, rien que ça permettrait d'avoir du renseignement et d'aller, plutôt que ça se perde dans la nature, et puis les gens, je me mets à leur place, ils appellent une fois, la fois suivante, ils disent, bon, bah ça sert à rien, allez hop, je m'en lave les mains, quoi. Ça, c'est un travail qui coûte rien en plus à l'État, hein, pas à part de faire pour une fois une note de service qui sert à quelque chose. Non, mais on voit bien que c'est dans le qualitatif qu'est la solution. Hein. Y compris, moi je vois, ils en font un argument maintenant d'ailleurs, de dire oui, mais regardez, c'est vachement bien maintenant les perquisitions administratives et nos méthodes parce qu'on en fait beaucoup moins. Là, l'état d'urgence à l'heure actuelle, c'est 21, ils ont dit. Ouais, je sais pas, une quarantaine par mois de perquisitions, les assignations, il n'y en a plus que 30, une quarantaine aussi. Et on est très loin des 2500 perquisitions qui étaient faites au tout début, puis les 1500 qu'on suivi derrière, etc. Quoi. Mais à la fin, moi, vraiment, je me demande qu'est-ce qui empêche de judiciariser les choses à la place de faire la perquisition administrative. Si ce n'est la protection des témoins, on m'a avancé souvent cet argument. Je ne sais pas si. Ils ne sont pas protégés comme on a pu le voir. Non, mais parce que ça pose un problème de. Quand on intervient sur une problématique et qu'on trouve vraiment quelque chose, on se dit bah, j'ai bien fait d'intervenir comme ça. Mais quand on s'est planté et que la personne est innocente et ça pose un autre problème, c'est-à-dire qu'on ne garantit pas les droits de la défense. Quoi. D'accord, d'où le fait que nous, idéalement, on voudrait un juge administratif a priori. Et encore faut-il. Mais c'est pareil, le juge administratif, c'est pas le juge des libertés, enfin, c'est pas le juge. Au regard de la Constitution, dans l'article 66, il dit que les libertés individuelles sont garanties par le système judiciaire. Les droits fondamentaux par le juge administratif. Il y a un débat sur le sujet. Je ne suis pas arrivé épuisé au bout du truc parce que, y compris en matière antiterroriste, ce que nous ont dit les juges administratifs, c'est écoutez, nous en fait on débarque, on découvre votre truc, on n'est pas habitué à avoir des notes blanches, on n'est pas habitué à traiter de terrorisme, vous nous demandez de nous prononcer, on n'a pas accès au dossier, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Alors que les juges judiciaires, quand même, il y a un parquet antiterroriste quoi, pour toute la France. Donc. Oui, ça pose un autre problème. D'ailleurs, on a vu avec les syndicats de la magistrature, la plupart ils ne sont pas forcément tous en train de dire il faut déconcentrer, mais en tout cas ils pensent que ça peut être une option intéressante à analyser que de déconcentrer par le biais des GIRS les juridictions, des parquets antiterrors en grande région. Voilà, bon, pour le coup c'est pas du tout les pistes qu'on est en train de disparaître avec ce projet de loi. Pas du tout dans cette direction-là. Et sachant aussi qu'en plus les juges qui connaissent l'antiterrorisme, pour leur cas, sont obligés, je repense au juge Trélet qui a été muté aux affaires familiales. Très libre, je sais pas. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, du jour au lendemain, ils peuvent être plus juge antiterroriste, vous avez plus besoin de protection policière, parce que du coup, les gens, ils ne veulent plus. Disons quand même qu'en matière de renseignement, il faut quand même aller vite. Les parquets sont déjà un petit peu engorgés. Donc, en matière de renseignement, alors effectivement, entrer dans un domicile, c'est pas anodin. Effectivement, je comprends que en cas d'erreur, la personne soit choquée, c'est certain. Quelles dispositions adopter? En tout cas, remettre un juge, un procureur de la République dans des perquisitions administratives, c'est aussi de laisser de côté le renseignement. C'est faire du tout judiciaire et laisser la mainmise plutôt à la police judiciaire qu'au renseignement. Alors effectivement, le personnel des services de renseignement a quand même des spécialistes à l'intérieur, des gens qui connaissent bien les différentes matières. En principe, il peut y avoir quelques erreurs, mais en principe,
les personnes qui sont ciblées dans ces perquisitions, c'est qu'il y a quand même des indices vraiment concordants pour se dire, bon voilà, cette personne est plutôt de telle mouvance, elle appartient. Bon, après, il peut y avoir quelques erreurs, effectivement. C'est même pas au-delà des erreurs, c'est le fait qu'on ne trouve pas de preuves. C'est-à-dire qu'il y ait des indices, c'est une chose, mais à ce moment, enfin, moi, ce que je me dis, ce que disent les avocats, ce que disent plein de gens, c'est que si on a suffisamment d'éléments, alors pourquoi on ne fait pas une procédure judiciaire? Alors, le problème, c'est qui garantit les droits de la défense, etc. Parce qu'il n'y a pas de garantie de droit de la défense dans une procédure administrative. C'est a posteriori, l'avocat n'a pas accès au dossier, même le juge administratif, il n'a pas accès ni à du confidentiel défense, ni à du secret défense. Donc il se retrouve quand même à juger, entre guillemets, à l'aveugle. Alors, par exemple, pour avoir discuté avec nos collègues qui traitent de toutes ces matières, il y a eu certaines unions ou associations qui refusaient de discuter avec les préfectures, qui se tenaient à l'écart. Et bien, très rapidement, à la suite des perquisitions, le dialogue, au contraire, eh bien, s'est réinstauré. Et avec les associations du culte musulman. Tout à fait. Ouais. Et donc, tout de suite, les gens sont rentrés un petit peu dans le dialogue, plus qu'on ne pense. Et dans les mosquées, par exemple, les plus difficiles, en fait, il n'y a pas eu de répercussions négatives non plus, puisque la question qui se posait, c'était de savoir s'il y aurait de la contestation quand il y a des fermetures ou autres, ou des perquisitions, si ça allait entraîner des contestations. En fait, finalement, ça n'a pas entraîné de contestation. Et bien au contraire, les fidèles qui attendaient justement une réponse de l'État pour ne pas être stigmatisés étaient très contents du résultat. Et en fait, ces perquisitions administratives, et moi je le maintiens, c'est surtout un aspect psychologique. On peut saisir un procureur, mais c'est vrai que dans l'histoire, on n'a pas trouvé systématiquement des armes. On n'a pas trouvé, on a pu trouver des drapeaux, par contre, qui ont pu dire, ben voilà, cette personne adhère à telle thèse, ou des lectures ou autres. L'apologie du terrorisme. Voilà, faire l'apologie du terrorisme. Bon, après, est-ce que saisir un procureur de la République tout de suite, est-ce que c'est bien ou non? Moi, j'ai tendance à penser que ça freine le renseignement. C'est que, voilà. Quand on a un service, par exemple, nous, ORT et RG avant, on n'a pas de qualification judiciaire. Donc dès que ça passe au judiciaire, on est dessaisi, etc. Et en fait, on n'a pas de qualification judiciaire, justement déjà pour pas qu'il y ait de confusion des genres, mais surtout parce que ça nous laisse une plus grande liberté d'action pour trouver les choses. C'est-à-dire que par rapport à une procédure judiciaire, on doit mettre article machin, truc, j'ai fait ça. On peut prendre une page Word, dire voilà ce que j'ai constaté, voilà ce que j'ai vu, maintenant à vous de prendre les décisions dessus. Parce que, à savoir que ce n'est pas le fonctionnaire de police qui prépare la note qui prend la décision au final. C'est quand même vu par un préfet qui est aussi un secrétaire d'État, et ça peut être vu par un juge administratif. Après, sur les méthodes, par contre, certains aussi ont un petit peu aussi déconné sur les méthodes employées pour faire des perquisitions administratives. Une perquisition administrative, c'est pas une perquisition judiciaire, donc il faut aussi dire aux gens, défoncez pas la porte. Si les gens ouvrent la porte, etc. Non, mais je veux dire, on dit, attendez, je vous passe les clés, bah, on prend les clés et on y va. Il faut remettre les choses à leur juste mesure. Donc des consignes dans ce sens-là pour dire, on vient vérifier sans arriver avec, comme des buts de combat en défonçant les portes, comme si on allait chercher le dernier mècherie à la mode. Voilà, donc c'est aussi sur comment on procède. Il y a des façons de faire. Même chose sur les collègues qui vont. Je sais qu'on a des collègues qui ont cité de perquisition administrative. Pareil, comme il n'y avait pas que des agents de renseignement, il y a le groupe d'intervention qui est là au cas où, parce qu'on a un doute sur quand même des gens éventuellement dangereux, donc ça c'est assez logique. Mais après, une fois qu'on a vu que tout était calme, qu'on laisse faire des agents de renseignement, pas des agents de commissariat qui vont tout déballer dans tous les sens sans forcément savoir ce qu'ils cherchent, tout saccager, alors qu'un agent de renseignement va chercher tel truc, sans pour autant dévaster l'appartement, et sachant qu'en plus ça sert à rien d'être 50, parce que j'ai des perquisitions administratives comme elles ont été faites aussi, c'est la façon dont elles sont faites, c'est que la personne, normalement, peut suivre pas à pas comme dans une perquisition judiciaire pour pas qu'on dise on a rajouté ou on a soustrait des choses, la personne qui est sur place ou son représentant puisse suivre la perquisition. En envoyant toute une équipe qui va dans toutes les pièces, bah, ça casse même les procédures administratives et judiciaires par la suite, parce qu'on n'a pas la preuve que c'était là, c'était pas là, on ne sait pas. Donc c'est cadré comment on pratique cette perquisition. Et après, le jeu judiciaire n'empêche pas les erreurs, parce qu'il y a des erreurs judiciaires aussi malheureusement, etc. Donc, à notre sens, si on recadre on se base que sur du renseignement.
avec le contrôle du préfet, le contrôle du juge administratif, sur des choses où on a des sentiments lourds, parce que quand même la plupart des perquisitions administratives, on le répète, ça a été fait par des commissariats. On cadre la procédure de comment doit se dérouler une perquisition administrative, parce que pour le moment aussi, comme il n'y a rien qui est cadré, c'est ok choral. Il y a des endroits ça va bien se passer, d'autres endroits, comme il n'y a rien de marqué, on fait comme on veut. Bon. Non, la procédure administrative devrait être un petit peu cadrée, parce que sinon, justement, ça arrive au ok choral et c'est contre-productif. Ça peut énerver les gens, ça peut faire tout ce qu'on veut. Donc il y a plusieurs critères à mettre en place. Dans l'autre sens, la perquisition administrative semble nécessaire parce que c'est un cadre plus léger. Et puis comme on disait tout à l'heure, c'est que ça arrive aussi, la perquisition administrative déclenche des réactions. C'est-à-dire qu'on a un doute sur une personne ou son entourage, on ne sait pas si c'est cette personne-là qui s'est radicalisée de façon à perpétrer des attentats ou dans son entourage. En perquisitionnant cette personne, elle peut passer des coups de téléphone, etc. Et dire, j'appelle les gens au fur et à mesure et ça peut déclencher d'autres choses. Donc c'est tout un ensemble. Bonjour. À voir, mais il faut cadrer tout ça en fait. Et pour le moment, il n'y a rien de cadré. On a dit, faites ça. Et il y a une chose quand même importante dans la loi, le mot terroriste n'est jamais qualifié. Donc en fait, ça permettrait de cadrer un petit peu, de dire un terroriste, selon la loi, c'est ça. Alors pour le moment, c'est un terroriste et ça peut être tout opposant au régime en place. C'est un peu gênant. Ça pourrait devenir gênant. Voilà. Parce qu'on estime, nous, que si on fait une loi n'a pas à être floue. Ça doit être carré en disant voilà, il y a ça qui est possible, ça qui n'est pas possible, la définition c'est comme ça, on rentre dans les critères, on ne rentre pas. Et c'est réglé. Pour le moment, les problèmes, à notre sens, qu'on engendrait toutes ces dérives, c'est qu'on est dans un flou artistique les plus général. Ouais. Merci.